Alors, j'ai grandi au Sault-Récollet, non pas au village, mais dans le haut des côtes. Et quand on était sur le boulevard Gouin, on prenait la rue de l'Île, et là, on avait des côtes à monter. Des côtes aujourd'hui qui sont disparues, parce que la ville, en fait, a tout creusé et puis a nivelé, en quelque sorte. Mais c'était des côtes. Et en haut des côtes, en fait, c'était la campagne, c'était des champs. Et chez moi, dans ma famille, on pouvait voir le Mont-Royal quand on regardait du côté ouest, sud-ouest. Et du côté du nord-est, on voyait le coteau de Saint-Vincent-de-Paul. Et l'été, quand il faisait beau, un beau ciel, on pouvait voir des aurores boréales. Ma sœur et moi, Colette, on allait à la Visitation. Et pour aller à la Visitation, on avait 2000 de marche à faire 4 fois par jour. Et j'avais été fasciné par la voûte, le plafond de l'église de la Visitation, qui est la plus vieille église de Montréal. Et cette décoration-là, c'est un peu comme en dentelle, c'est en relief, et ça a été fait par un sculpteur du nom de David Fleury. Et cette voûte-là m'avait fasciné, et je crois qu'avec le temps, il y a certainement eu une influence vis-à-vis de mes reliefs que j'ai fait plus tard, à une certaine période. Et là, la Visitation, c'était pendant la guerre. Et l'Italie était l'ennemi, et l'école, c'était uniquement des Canadiens français. Et j'étais le seul avec un nom italien. Alors, ça a été par moments un peu difficile. Sauf que j'avais un professeur de dessin qui s'appelait M. Bellil. Et comme il voyait en fait que j'avais un intérêt puis un certain talent pour le dessin, et que je lui avais dit d'ailleurs que je voulais m'inscrire, je voulais rentrer à l'École des Beaux-Arts, et là, il m'avait conseillé d'aller à l'École Morin. L'École Morin était sur Saint-Denis, au coin de Beaubien, à côté de l'église Saint-Édouard. Et là, j'allais là tous les jeudis soirs. Et j'ai fait ça pendant 1 an pour me préparer, en fait, à l'admission à l'École des Beaux-Arts, parce que cette admission, ce concours, c'est un concours d'admission qui durait 1 semaine. Et j'ai eu le bonheur d'être accepté à l'École des Beaux-Arts. J'avais 15 ans à ce moment-là. Et parallèlement, j'avais été accepté aussi au Conservatoire de musique de la province en trompette. Et pendant 1 an, j'ai fait les deux, mais c'était beaucoup. Et j'ai opté pour l'École des Beaux-Arts. Je suis demeuré là pendant 5 ans. Et ça a été le bonheur. J'ai eu de très bons professeurs. Il y avait Jean Simard, René Chicoine, Jean-Charles Fauché, Irène Sénécal, Alice Nolin. J'ai eu des très bons professeurs, sauf que j'ai eu comme professeur Alfred Pellan. Je ne suis pas resté longtemps avec lui. Pour la simple raison que dans le dessin qu'on faisait, le dessin avec la pression sur un fusain ou un crayon était très important, a toujours été importante pour moi dans le dessin. Et dans les premiers cours avec Pellan, on faisait de l'observation, et pour lui, en fait, on devait faire une ligne de contour. Une ligne de contour qui devait avoir à peu près 1/4 de pouce. Et je trouvais ça très limitatif. Disons, pour moi, c'était une approche qui correspondait, disons, à sa peinture. Pellan est un très bon professeur, non pas un très bon peintre, mais comme professeur, j'avais certaines restrictions. Et je suis allé avec Cosgrove, Stanley Cosgrove, et avec lui, j'ai fait en fait, une préparation vers la murale. J'ai fait de la fresque, la vraie fresque avec enduit frais. Mais là aussi, il y avait un hic, c'est que Cosgrove était un bon peintre, mais encore une fois, ce n'était pas un bon pédagogue. Et souvent, il était absent de ses cours. Alors, c'est ça un peu. Mais sauf que j'ai eu un bon souvenir et un grand respect pour les professeurs que j'ai eus. Je donne un autre exemple aussi, c'est qu'on faisait du dessin d'observation avec un plâtre et un éclairage, un dessin d'observation avec des nuances de gris, des nuances, comment dire, un éclairage à haut contraste. Et on pouvait passer, disons, 3 heures sur l'observation, en fait, disons, de ces nuances de lumière.
Bien, par la suite, on a parlé de ça comme étant du dessin académique. Moi, j'ai jamais vu ça comme un dessin académique. Je voyais ça comme un dessin des études de lumière. Et pour moi, ça m'a apporté beaucoup, ça m'a ouvert les yeux. Quand on passe 3 heures à regarder, en fait, un objectif, on ne peut pas faire autrement que voir autrement. Et à la fin de mes études, il y a eu un concours qui a été organisé par Maurice Raymond et l'hôtel de la Salle, et il y avait un concours entre les étudiants finissants, et j'ai eu le bonheur que ma maquette soit acceptée. Et ça a été la première réalisation murale que j'ai faite. J'avais à ce moment-là, disons, autour de la vingtaine. 20 ans. Ça a duré 5 ans. Et ce contrat-là, tu as travaillé combien de temps? Bien, ça a duré un été. Et à la fin de mes cours, à l'École des Beaux-Arts, il y avait toujours une grande exposition dans l'école. Et c'était connu, en fait, et c'était... Le public y allait. C'était toujours une très belle exposition qui montrait les travaux des élèves de la première à la dernière année. Et comme j'étais finissant, on m'avait donné la bourse du gouvernement français. Alors, j'ai passé un an à Paris. J'ai étudié à l'École supérieure des arts décoratifs avec Félix Labisse, qui était un peintre surréaliste, mais qui faisait beaucoup de décors, de costumes. Et parallèlement, j'allais à l'atelier d'essai avec Maclès et Vakevitch, qui eux aussi étaient des décorateurs de théâtre, des scénographes. Oui, oui, en marchant sur la rue de la Grande Chaumière à Paris, j'ai reconnu Fernand Léger, et je lui avais dit que j'étais étudiant, que j'aimerais visiter son atelier, et on a fait demi-tour, on est descendu, et il s'est assis, il m'a laissé regarder dans son atelier, un grand atelier où j'ai vu entre autres ses peintures. J'avais été étonné de voir sa toile avec des monticules, c'est comme des petites montagnes de peintures pures, des peintures au fond qui se servaient pour exécuter ces toiles, et ça a été, disons, un événement assez, riche, très, très emballant. Mais à mon retour, après ça, je suis entré à Radio... D'ailleurs, je m'étais préparé aussi pour les cours de scénographie, parce que la télévision Radio-Canada commençait, et j'ai été accepté au département de scénographie en costume, pour dessiner des costumes. En quelle année? Ça remonte en 1954. C'est arrivé un peu plus tard, c'est arrivé vers la fin des années 50, où on m'a demandé en fait de donner un cours à l'École des Beaux-Arts, et je donnais un cours qui s'appelait la composition, qui était un peu, disons, une approche picturale, la peinture picturale. Et c'est ça, c'est que je commençais là. Et par la suite, en fait, quand il y a eu l'intégration de l'École des Beaux-Arts avec d'autres écoles comme l'école de Sainte-Marie et l'école Jacques-Cartier, je crois. Disons, c'est l'Université du Québec, disons, qui a été créée. Et là aussi, en fait, je suis allé, j'ai enseigné parallèlement au travail que je faisais à l'atelier. J'ai enseigné à à l'Université du Québec. J'ai enseigné la sculpture sur bois. J'ai donné aussi, j'avais enseigné la murale à un certain moment, et j'ai enseigné le dessin longtemps, le dessin d'observation, d'après modèle vivant, le dessin de composition ou d'imagination. En fait, le dessin, en fait, est très large, et c'est un médium que moi-même je pratique et que j'aimais aussi enseigner. Non, il y avait un aspect, disons, de travailler avec des gens plus jeunes. Je crois que des fois, il y avait des gens qui avaient à peu près mon âge, plus âgés. Il y avait quand même une certaine dynamique, en fait. Et je pense à ce moment-là que j'ai été un assez bon professeur, parce que je faisais attention, en fait, je respectais, disons, la démarche, même si des fois, il y en avait qui étaient très maladroits, d'autres qui étaient plus habiles. Je respectais l'approche des étudiants. Et je préparais un syllabus, et mes cours étaient assez bien structurés aussi. Et je m'étais inscrit à l'atelier de la Place des Arts
dont Robert Roussel était le responsable. Et alors, c'est ça, c'est que je m'étais inscrit, ça coûtait en fait, je pense, 1 $ pour être membre, 1 $ par mois. Tu avais droit à une bûche, et Roussel m'avait passé une gouge et un maillet. Et avec moi, autour, il y avait Laurent Dinel, le sculpteur Dinel, il y avait Armand Vaillancourt, Nurdek, il y en avait plusieurs autres, et j'y allais le soir. Je travaillais le jour, et la plupart d'ailleurs travaillaient le jour, et on se voyait le soir. Quelquefois j'étais seul, des fois il n'y avait personne, des fois tout le monde était là. Alors ça a été une période intéressante. J'ai réalisé une sculpture, et puis après ça, mais c'est ça, on m'avait aidé à la porter chez moi. Et vers la fin, en 1956, il y a eu un concours qui a été organisé par le gouvernement canadien pour la création d'une sculpture au pavillon du Canada à Bruxelles. Et là, disons, j'avais participé, et un jour, dans mon travail à Radio-Canada, je reçois un téléphone et on m'annonçait en fait que ma maquette avait été primée, avait été acceptée. Alors j'ai été bien heureux. Alors peu de temps après, j'ai laissé Radio-Canada et je suis allé m'installer dans l'ancien studio de Alfred Laliberté sur la rue Sainte-Famille. Et j'ai réalisé en fait la murale qui par la suite, je l'avais fait en panneaux, en 10 panneaux. Chaque panneau représentait une province canadienne et je l'avais prévu pour être démantelé pour le transport à Bruxelles. En bateau. Ben, c'est-à-dire à l'époque, je ne sais pas si c'était en bateau ou en avion, mais ça facilitait le transport. Les dimensions en pieds, c'était, je crois, 12 pieds ou 10 pieds de haut par probablement 18 pieds de large. Alors, c'était assez grand, il y avait des reliefs. Et cette murale, par la suite, quand ils l'ont démantelée à Bruxelles, ils l'ont ramenée au Canada. Et pendant plusieurs années, elle a été installée à la Galerie nationale du Canada, l'actuel Musée des beaux-arts du Canada. À Ottawa. À Ottawa, oui. Okay. Ça avait été publié partout, ça a passé dans les journaux, à la télévision. Et par la suite, en fait, quand j'ai eu fini ma murale, j'ai fait de la représentation dans les bureaux d'architectes et on me connaissait d'une certaine façon à travers la publicité que j'avais reçue pour Bruxelles. Et là, disons, j'ai commencé à faire des murales. J'en ai fait beaucoup. J'étais pas seul, il y en avait d'autres aussi qui avaient entrepris à peu près la même chose. Jordi Bonnet un peu plus tard. Il y avait aussi Mousseau, Vermette, qui travaillaient conjointement. Et enfin, il y en avait quelques autres aussi qui ont fait ça. Il faut dire aussi qu'à l'époque, il y avait beaucoup de constructions qui se faisaient, des constructions d'écoles, des églises, des gymnases, des banques aussi. Là, je m'étais même abonné à un journal de Toronto où on présentait les Pribit, c'est-à-dire en fait les projets à venir. Alors je me basais sur ça et aussi, disons, je me promenais en auto et quand je voyais une construction, une chose, j'allais voir l'architecte. Des fois ça fonctionnait, d'autres fois ça fonctionnait pas. Et puis il me donnait en fait, on parlait en fait de l'espace que j'avais à traiter, la murale à faire et là j'allais visiter souvent la bâtisse. Ça pouvait être un gymnase ou une école ou une autre construction. J'allais sur place et je voyais en fait l'espace, je voyais l'éclairage, je voyais les matériaux qui étaient autour. Ou des fois, en fait aussi, je travaillais avec des matériaux qui étaient sur place. Comme par exemple des blocs de ciment standard que j'ai fait à Pierrefonds. Alors, dans un gymnase à Pierrefonds. Alors, ça se décidait en fait avec l'architecte. En fait, il y avait une sorte de collaboration. Et toujours, en fait, dans mon esprit, il fallait que le travail que j'allais faire, ça ne soit pas un morceau mis à part qu'on accroche, mais réellement, disons, un élément qui faisait partie de l'architecture. Et là, en fait, je proposais une maquette. Et à ce moment-là, disons, la maquette pouvait correspondre aussi à des matériaux qui étaient déjà sur place, ou à ce moment-là, je travaillais
Au début, j'ai travaillé sur des surfaces planes. Je peignais sur des surfaces planes et à ce moment-là, je proposais une maquette et la maquette était acceptée et là, j'exécutais. Si c'était plus haut, je faisais venir en fait une compagnie pour installer l'installation d'un échafaudage et là, je pouvais aussi commencer à travailler sur la surface avec de l'acrylique. Je préparais mes fonds et je travaillais et je me faisais souvent aider aussi quand c'était des très grandes surfaces. Il y a entre autres mon beau-frère, Hubert Van de Waal, qui m'avait aidé. Et par la suite, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont aidé. Alors c'est ça, c'est que j'exécutais et ça pouvait prendre une semaine, 2 semaines, des fois un mois, suivant, disons, l'ampleur du travail. Maintenant, avec le temps, j'ai d'abord commencé avec une surface plane, mais j'ai commencé à développer des reliefs, des creux. Je creusais sur ma surface, si c'était du béton, du ciment, une surface roulée, un ciment roulé. Et par la suite, en fait, j'ai ajouté en fait des reliefs avec le bois. Et pour arriver à faire carrément des reliefs uniquement en bois. Parallèlement à ça, j'en faisais de plus petites dimensions et j'ai fait parallèlement des petites dimensions et des grandes dimensions murales qui étaient destinées à des surfaces intégrées dans des environnements architecturaux. J'avais une certaine capacité, disons, d'adaptation et il y a eu en fait des contrats qui étaient très, comment dire, des petits contrats, des contrats un peu plus élaborés. Entre autres, par exemple, à l'Arena Maurice Richard, c'était un gros contrat où il y avait des éléments de mosaïque, il y a une frise de mosaïque, c'était quand même assez grand, et j'ai eu en fait des gens qui ont travaillé pour moi. J'avais à un moment donné, en fait, disons, des gens qui m'ont aidé à exécuter, en fait, sur place, à partir de mes maquettes et des dessins, des gabarits que je préparais. Et aussi dans l'installation, disons, il y avait des maçons qui pouvaient, disons, placer la mosaïque sur la frise. La même chose, en fait, pour ce qui était de la céramique sur les colonnes, qui aujourd'hui sont plus là, sont disparues. Je faisais attention aussi au lieu, à l'endroit où la murale serait exécutée. Si c'était par exemple une école, mais il y avait un aspect en fait un peu plus joyeux. Les couleurs en fait pouvaient jouer, les formes pouvaient jouer aussi. Et j'essayais en fait d'intégrer l'esprit de cette surface au milieu de l'école. C'était un hôpital, par exemple. Je donnerai l'exemple de l'hôpital de Noranda, où j'ai travaillé une très grande surface avec des reliefs en bois, mais j'ai travaillé mes mouvements en tenant compte, en fait, d'éléments plus, comment dire, plus reposants. J'ai même, en fait, à Noranda, j'avais titré ma murale « Mouvement de détente ». Encore une fois, en tenant compte toujours, et j'ai toujours fait la même chose, et parmi les dernières que j'ai faites, entre autres à Charlevoix, la murale de Charlevoix, ça a été une collaboration avec un verrier. Alors, dans le cadre de cette murale, de ces 2 verrières, j'ai d'abord fait les maquettes qui ont été acceptées par l'architecte, et puis après ça, j'ai dessiné les gabarits grandeur réelle. Tous les gabarits en traçant le verre, les mouvements et le verre, et en indiquant la couleur, les échantillons de couleurs qu'il y avait dans l'atelier du verrier. Alors, quand ça a été fait, l'exécution du verre, la découpe du verre a été faite par un assistant du verrier, et c'est ça. Et j'ai même à ce moment-là, comme c'était des grandes surfaces, j'avais dessiné les meneaux, c'est-à-dire tous les montants de la fenestration. En fait, Charlevoix est un métro, une station de métro qui est la plus profonde à Montréal. Et on avait, entre autres, on m'avait demandé de faire ces 2 verrières en tenant compte qu'il pouvait y avoir un élément de claustrophobie que les gens pouvaient sentir en descendant. Or, ces 2 murales
qui sont très colorées, d'une certaine façon qui sont très joyeuses, pouvaient à ce moment-là, disons, alléger l'atmosphère des participants, des occupants du métro. Dans l'ensemble, oui, c'est une animation. C'était une approche d'animation. Mais je tenais toujours compte aussi, comment dire, de mes moyens de muraliste ou d'artiste. J'avais développé, en fait, disons, une approche pour les murales, et avec le temps, disons, elle s'est affirmée. Mais c'est un peu complexe, mais il y avait cette part de vouloir donner une certaine autonomie et intégrer, en fait, la surface murale, et en même temps, disons, prendre mes moyens d'expression, de les développer à ma manière d'artiste. Ben, j'aimais ça, en fait, disons. Il y avait un côté, comment dire, sportif à ça, tu sais, d'avoir un contrat, un travail concret là, qui se réalise sur place. Parallèlement à ça, disons, j'ai toujours travaillé dans mon atelier à faire des choses, en fait, disons, gratuites, si on peut dire. Mais quand je travaillais, disons, pour un lieu public, ben, il y avait en fait la dynamique d'une construction qui est en train de se faire, tu sais. Le travail, en fait, la collaboration, et puis un travail de grande surface aussi. Ça, je trouvais ça dynamique. Il s'en fait encore, mais maintenant, c'est le 1% qui s'en occupe. Et je trouve ça plus compliqué qu'à l'époque, quand j'allais directement voir les architectes, sans compromis. En fait, je le faisais directo, là, puis ça marchait ou ça marchait pas. Alors, ça se faisait sur le fait même. Il y a eu une évolution, en fait. Au départ, j'avais dit plutôt que j'ai commencé à traiter des surfaces planes, et j'ai introduit le relief. Alors, à ce moment-là, cette période-là, j'ai fait beaucoup de relief, et des reliefs, je suis allé vers la sculpture. Et là aussi, en fait, j'ai fait des sculptures, en fait, de différents formats. J'en ai fait de très grandes. Alors, à ce moment-là, disons, j'ai créé une fontaine pour l'Expo 67, et cette fontaine était composée, en fait, d'éléments en relief, c'est-à-dire il y a deux murs placés sous des angles différents, et avec une sculpture au centre, mais l'ensemble avait été développé avec des éléments, des modules, des unités modulaires. Ça, l'unité modulaire, je m'en suis servi beaucoup. Parce que le passage que j'ai fait entre les surfaces planes et les surfaces animées ont été faits avec des éléments modulaires. Entre autres, l'exemple, ce serait le gymnase de Pierrefonds, qui est fait, c'est un très grand gymnase qui a 30 pieds de haut par 100 pieds de long, et je l'ai fait avec à peu près une dizaine d'unités modulaires standards que j'ai développées. En fait, j'ai d'abord dessiné l'ensemble, les animations, les mouvements et les reliefs, les creux et les pleins, à partir, en fait, de ces unités modulaires que j'ai fait pendant un certain temps, qui m'ont amené par la suite à développer mes reliefs en bois. Et l'étape qui a suivi, ça a été des reliefs à faire de la sculpture. C'est-à-dire, mais tous les jours, en fait, disons, et ça, c'est depuis, en fait, mon enfance, j'ai toujours eu ce besoin, en fait, soit d'illustrer quelque chose, que ce soit une figure, que ce soit, j'ai fait des portraits. Il y a aussi ma formation à l'École des Beaux-Arts qui m'a beaucoup aidé, et ça a toujours été comme ça s'est suivi, et je ne peux pas tellement expliquer ça. En fait, il y a peut-être une part de mystère dans ça, que je respecte. En fait, je ne veux pas aller au-delà de ça, disons. Mais c'est un besoin. C'est un besoin. Les dessins, je commence toujours par faire des dessins. Et en faisant des dessins, en fait, il y a des choses qui accrochent. Il y a des choses, en fait, c'est un passage qui va vers autre chose.
Je l'ai fait aussi pour la sculpture, pour les murales aussi. Et dans les peintures actuelles que je fais, d'abord, ce sont beaucoup d'esquisses. Et à travers ces esquisses, il y a certaines structures qui apparaissent, qui me donnent en fait des ouvertures pour aller vers la peinture. Et je me risque à ce moment-là, à partir de ces dessins que je trace, c'est un passage que je fais à partir de dessins. La ligne qui est extrêmement importante pour moi, et la couleur qui vient en fait qui se développe avec la couleur, la ligne, le trait et la couleur. Ce sont des éléments qui s'introduisent, qui se fondent ensemble. Je commence par le dessin, mais après ça, disons, il y a toujours le risque. Et je trouve que le risque est important. Parce que quand je travaille, quand je peins, il y a des éléments qui viennent s'imposer à moi. Pardon. Et ces éléments-là, pour moi, c'est des choses qui n'étaient pas prévues. Et ça me donne, en fait, en quelque sorte, des éléments pour aller au-delà de ça, au-delà de ce que j'avais déjà prévu. Je ne fais pas, disons, une illustration d'une chose qui est déjà finie, mais je laisse cette ouverture, je pars, en fait, disons, de certains éléments et je vais vers autre chose et j'essaie d'aller plus loin. Des fois, ça fonctionne, d'autres fois, ça ne fonctionne pas. Mais quand ça fonctionne, c'est ma façon de juger si ce que j'ai fait est valable, c'est que ça va au-delà de ce que j'avais pensé, que j'avais prévu. Et dans les meilleurs cas, c'est comme, et je l'ai déjà dit, c'est comme si quelqu'un d'autre l'avait fait. Ça doit me surprendre, ça doit aller au-delà de ce que j'avais prévu. Et c'est une façon pour moi de juger de la valeur de la peinture. Il y a des choses que j'ai faites, et je crois beaucoup à l'évolution de ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que je me hasarde toujours quand je travaille, je prépare quelque chose, je ne pars pas, si tu veux, d'une idée. Je peins, je dessine. L'idée, en fait, peut venir en dessinant. Ou ça peut être l'inverse. Je peux avoir une certaine idée, mais faut pas, j'essaye pas comment dire, d'illustrer l'idée de façon précise. L'idée est là, mais il faut qu'elle aille beaucoup plus loin que ça. Il faut qu'elle aille vers un dépassement. Sans ça, je ne vois pas l'intérêt, en fait, de faire la peinture. Il peut y avoir, en fait, une figure qui apparaisse et je ne vais pas faire de la censure. Je la laisse là. Hein. Si je trouve que dans la composition, dans ce que j'ai développé, si ça a une certaine importance, ça peut même venir influencer tout le reste de ma composition. Alors, ça toujours en peignant. Et là, il n'y a pas de censure de ce côté-là. Je laisse, en fait, disons, toutes les possibilités ouvertes. Des fois, c'est risqué. Des fois, je manque mon coup. Ça m'est arrivé, mais il y a bien des choses que j'aimerais éliminer, mais j'ai toujours, en fait, une certaine crainte. C'est parce que, sur le moment, tu peux avoir une impression d'une peinture, mais des fois, tu regardes 2 semaines, 1 mois après, et tu ne vois pas la même chose. Et c'est pour ça que c'est délicat. Tu ne peux pas juger, tu ne peux pas, comment dire, objectivement dire c'est bon ou c'est pas bon. Des fois, quand tu n'es pas sûr de ton affaire, tu es mieux d'attendre. Et là, ça peut peut-être te permettre de mieux voir, en quelque sorte, ce qui s'est passé. J'avais une formation de musicien. Je l'avais dit plus tôt, en fait, j'étais entré très jeune au Conservatoire de musique de la province en trompette et parallèlement avec l'École des beaux-arts. La musique, et puis j'ai continué à en faire, je jouais du piano beaucoup à un moment donné, et je m'intéressais entre autres à la musique de Bach. Je voyais, en fait, disons, ça, c'est une chose connue, on fait un parallèle souvent entre une certaine forme de peinture et la musique de Bach, ou la musique en fait plus structurée.
Et, mais avec le temps, disons, je me suis aperçu que c'était peut-être un peu inconscient, mais les choses que je faisais dans mes reliefs, dans mes sculptures, et c'est venu surtout dans ma peinture, même plus récente, cette prise de conscience, où il y a une relation entre les sons et la couleur, les sons, les rythmes, la structure, une structure musicale et la structure, en fait, en peinture, surtout la peinture abstraite. Il y a réellement une relation. Et sans vouloir, disons, illustrer cette illustration-là, quand je fais de la peinture, j'en suis d'une certaine façon conscient. Peut-être au niveau des rythmes de lignes, des rythmes de couleurs aussi. Alors, j'essaie, en fait, d'une certaine façon, d'illustrer des sons par moment. Je tente d'associer le son à l'espace pictural. Différents sons qui se traduisent par des couleurs et des lignes pour former un espace visuel sonore. Exemple, les sons d'une trompette, d'un violon, d'une clarinette, la voix humaine, sons d'orgue ou de piano, mais aussi des sons ambiants tels le bruit du vent en forêt, des tonalités silencieuses qui sont traduites visuellement. Parmi les dernières peintures, en fait, il y a toujours une relation avec même des instruments de musique, que ce soit une trompette, que ce soit un piano, que ce soit un violon, une mandoline, une clarinette. Il y a même des peintures que j'ai faites directement, en fait, en voulant créer, en fait, comment dire, cette aura de relation entre un instrument de musique et la peinture, ma peinture. Et même, je pense qu'il y a une relation même en dessin, la ligne mélodique a une très grande relation avec la ligne du dessin. Je crois qu'en fait, disons que le dessin lui-même a une très grande relation avec la musique. Ça, je ne peux pas l'expliquer, en fait, c'est comme un besoin. C'est un besoin de faire des choses, hein, de dessiner, de faire de la peinture, peut-être que je reviendrai aussi à faire de la sculpture. J'y pense des fois à faire des plus petits formats, mais c'est un besoin. Il est là.